Bonjour à tous. Merci. Bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux présents pour cette présentation sur le Chaos Engineering. Quand je vois la salle remplie comme ça, je me dis qu'effectivement, c'est un sujet qui est en train de monter en puissance. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que le Chaos Engineering, ça tombe bien, vous êtes au bon endroit. Si vous savez ce que c'est, vous êtes aussi au bon endroit, vous allez peut-être apprendre de nouvelles choses. Donc je m'appelle Benjamin Gakik, je suis Chaos Engineer et SRE chez Oui SNCF. Je suis passionné par ce sujet et j'espère qu'à la fin de cette présentation, vous serez aussi passionné que moi et que vous rejoindrez les rangs de la communauté internationale du Chaos Engineering, qui compte à l'heure actuelle 2600 membres, et en sachant que ce nombre augmente en permanence, tout le temps, tout le temps. Alors, ce n'est pas le seul indicateur qui permet de dire que le Chaos Engineering est une nouvelle discipline très intéressante. Le radar Southwark le dit aussi. Le sujet, la discipline est passée en trial. Pour la QCon, quand vous faites du Chaos Engineering, c'est que vous êtes en early adapter. Et les Google Trends montrent que les recherches sur Chaos Engineering et sur Chaos Monkey explosent. Donc c'est le moment de faire du Chaos Engineering. Alors, je pourrais vous donner tout de suite la définition. Je vais d'abord commencer par vous introduire la notion de chaos, et en particulier par vous parler de la corrélation entre le chaos et la complexité. Alors, vous connaissez peut-être ce schéma. Donc, c'est un framework qui s'appelle le framework Cynefin et qui parle d'un ensemble de situations. On part d'abord du désordre qui est l'absence totale d'ordre, et à côté de ça, on va avoir 4 grandes situations. Une première situation qui est la situation dite simple. Simple, c'est des causes, des effets qui sont évidents. Tout le monde est capable de comprendre ces causes et ces effets, et en général, vous avez juste à observer, faire une catégorisation et à répondre pour résoudre le problème. Vous avez une deuxième situation qui est la situation dite compliquée. Alors là, ça se corse un petit peu. Les causes et les effets, il y en a, mais pour ça, vous avez besoin d'un expert. Un expert qui puisse vous dire, voilà, là j'ai fait mon analyse, donc j'observe, j'analyse et j'apporte une réponse à ma problématique. Enfin, vous avez une troisième situation qui s'appelle la situation dite complexe. Imaginez que vous prenez des situations compliquées, que vous les mettiez ensemble et que vous les fassiez interagir. C'est ce qu'on appelle la systémique. Et là, quand vous avez de la systémique, un expert tout seul, il ne suffit pas. Un expert tout seul va être capable de comprendre son système, mais pas forcément l'interaction et l'ensemble des autres systèmes. Donc on va avoir besoin d'avoir des réunions entre les gens qui sont experts, des rétrospectives. C'est là que vous allez avoir d'abord besoin de sonder, d'observer comment le système réagit pour après pouvoir apporter une bonne réponse. L'agilité, c'est une pratique émergente et elle est totalement là pour pouvoir gérer les situations complexes. Et enfin, vous avez une dernière situation qui s'appelle la situation dite chaotique. Alors là, des causes, des effets, il y en a plein. Alors par contre, pour les comprendre entre eux, c'est impossible. Souvent, on a une situation chaotique associée avec un caractère d'urgence. Il y a le feu. Et là, la première chose qu'on va vous demander, c'est d'agir. En général, quand il y a le feu, on essaie de faire quelque chose, n'importe quoi. Parfois, c'est pas bon, parfois c'est bon. Mais on agit d'abord, on observe et on voit ce qui se passe. Et en fonction de ça, on va pouvoir apporter des réponses. En général, les nouvelles pratiques vont avoir pour objectif de permettre de sortir de cette situation chaotique pour au moins aller vers de la complexité, si ce n'est vers du compliqué. Le Chaos Engineering, bien entendu, il va nous aider à gérer ça. Alors, il y a une autre notion qui est très importante à comprendre quand on fait du Chaos Engineering, c'est la notion de résilience. Alors, on est tous des développeurs ici, je ne vais pas vous faire l'affront de vous demander est-ce que vous savez ce que c'est que la résilience. Je vais quand même en parler au cas où, pour les plus jeunes, ou même ça fait toujours du bien d'avoir une petite piqûre de rappel. Donc la résilience, c'est la capacité à absorber une perturbation et à continuer de fonctionner. Alors, pas forcément en optimal, ça peut être aussi en mode dégradé, mais on continue de fonctionner quoi qu'il arrive. J'aime beaucoup cette image parce que cette image, c'est une graine, on lui verse une chape de bitume dessus, elle continue quand même de pousser. C'est pas un problème, je vais percer la chape de bitume et je vais faire ce que toute bonne fleur doit faire, je vais faire ma fleur et je vais me reproduire. Eh ben, la résilience, c'est le principe de base de la vie. Ouais, c'est très profond le Chaos Engineering, beaucoup plus qu'on le pense. Alors, l'illustration vous fait peut-être rire, mais quand vous vous coupez, parfois vous en rendez même pas compte. Votre corps, il va être capable de cicatriser
et vous allez pouvoir continuer à faire toutes vos activités comme si de rien n'était. C'est continuer à vivre quoi qu'il arrive. Et tout l'intérêt d'appliquer la résilience à l'informatique, c'est bien entendu de faire pareil et de ne plus avoir besoin de gérer les pannes. Les pannes, elles arrivent, c'est pas grave, mon système il est résilient, il est capable de les absorber. Alors, le chaos engineering, ça vise à augmenter la résilience. Et la résilience, elle peut s'appliquer à plusieurs niveaux, que ce soit les systèmes d'information, les applications, les infrastructures. Et ça, c'est beaucoup moins connu de la plupart des gens, mais aussi aux organisations, et en particulier aux personnes. Donc le chaos engineering, il va permettre d'accroître cette résilience. Ce n'est pas le seul outil, mais par contre, c'est un outil qui est très puissant et qui va nous permettre d'aller un petit peu plus loin et de complémenter toutes les autres démarches. Alors, comment ? Alors, je vais tout de suite commencer par casser un mythe. Ce n'est pas tester en production. Ça fait des années et des années qu'on nous dit qu'il faut absolument tester avant de passer en production. Donc on ne va pas commencer à tester en production, sinon il se passe des catastrophes. Alors vous allez me dire, c'est quoi la relation entre le test et le chaos engineering ? Alors je vais prendre l'exemple d'une application microservice. Ça va, vous connaissez tous les microservices ? Oui, on va partir du principe que oui. Dans cette application-là, vous avez 5 composants. Ces 5 composants, ils vont réagir ensemble et vous avez un qui va appeler 2, qui va appeler 3, qui va appeler 4, qui va appeler 5. Ça, c'est une situation qu'on dit simple. Dans la réalité, c'est pas ça. Dans la réalité, il y a des interactions dans tous les sens. Quand vous allez vouloir tester chacun de vos composants, vous allez avoir par exemple les tests unitaires et les tests de régression qui vont s'appliquer à un composant. Vous allez avoir des tests d'intégration qui vont s'intéresser aux relations entre vos composants. Vous allez avoir vos tests techniques, donc tout ce qui est performance, charge ou tests de résilience qui vont s'intéresser soit aux composants, soit aux relations, soit à l'ensemble de l'application. Tous ces tests-là, ils sont dits déterministes. C'est-à-dire que vous allez avoir une donnée en entrée, vous allez avoir un résultat, et vous allez faire une assertion pour vérifier que la donnée et le résultat, surtout, est bien conforme à ce qu'on attendait. Le problème de ça, c'est que souvent, c'est considéré comme étant application-centrique. Vous allez tester votre application. Vous n'allez pas tester votre partenaire, vous n'allez pas vérifier les informations qu'il va vous renvoyer. Et aussi, tous ces tests-là se font en hors production. Alors, hors production, donc qui dit hors production dit pas forcément avec toutes mes relations qui sont là. Quand j'ai un partenaire, je vais le moquer parce que il n'est pas disponible. J'ai rien qui me permet de le faire. Dans la vraie vie, on passe d'une situation simple à une situation qui est compliquée avec toutes les interactions à l'intérieur du composant. Et dès qu'on est dans la vraie vie, alors là, on est même avec d'autres applications tout autour et on rentre dans une situation dite complexe. Et oui, c'est comme ça. Et en général, le test ne permet pas forcément de résoudre tous les problèmes de la situation complexe. Et c'est là que le chaos engineering va venir nous aider. Le chaos engineering, il va venir s'exécuter en production. En production, donc ce qui veut dire en production avec des vrais utilisateurs, avec des use cases réels, parfois bizarres, parce que les utilisateurs, on est les premiers à savoir qu'ils font des choses, on ne s'attendait pas à ce qu'ils fassent ça, mais ils le font. Là, on est vraiment, on peut dire qu'on est en mode ensembliste. On a vraiment la totalité de notre écosystème qui est là. Alors ce test-là, enfin, c'est pas un test, on va parler d'expérimentation, c'est quelque chose de non déterministe. On ne va pas créer une panne et on sait exactement avec un assert que tout doit fonctionner de telle ou telle manière. Là, on ne peut pas. On est obligé d'observer ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on est non déterministe. On est obligé d'avoir un œil humain qui va vérifier ce qui se passe après qu'on ait injecté notre perturbation. Il va falloir surveiller des dashboards, il va falloir vérifier que tout continue de fonctionner. Et que tout continue de fonctionner, pas uniquement que dans votre application, mais éventuellement dans l'ensemble de l'écosystème. Parce que vous connaissez l'effet papillon, l'effet chaos. Un battement d'aile de papillon en Chine va entraîner un ouragan sur la côte ouest des États-Unis. Et bien là, vous ne savez pas, mais ça se trouve, vous allez faire une panne dans votre application et ça va planter mais à l'autre bout complet du système d'information. Et qu'est-ce qui a causé ça ? On n'en sait rien. Mais là, le chaos engineering, il va vous permettre de détecter ces situations-là. L'autre avantage aussi du chaos engineering, c'est qu'on va commencer à s'intéresser à une notion d'infrastructure. Sur le test, vous allez tester votre application, mais vous n'allez pas forcément tester le fait que vous ayez plusieurs data centers, que vous allez perdre des data centers. Là, on va adresser en plus cette dimension infrastructure. Tester, c'est douter. Vous connaissez tous cette superbe image. Et quand on fait du chaos engineering, c'est qu'on ne doute plus.
Surtout quand on fait du test en prod. On ne teste pas en prod, on fait du chaos engineering, on ne doute plus. Si on doute, c'est potentiellement s'ouvrir à perdre de l'argent, c'est potentiellement s'ouvrir à mécontenter les utilisateurs. J'espère que ça, c'est bien clair. Donc la définition du chaos engineering, vous l'attendiez, c'est une discipline de l'expérimentation. Donc on parle bien d'expérimentation et pas de test, sur un système distribué afin de renforcer la confiance. Alors la confiance est une notion qui est floue. Ça veut dire quoi avoir confiance? Ça veut dire qu'on n'hésite pas à mettre en prod, ça veut dire qu'on n'hésite pas à mettre des perturbations. On sait quoi qu'il arrive que ça va fonctionner. Donc ça a été initié par Netflix. Netflix qui sont les pionniers là-dedans. Ça fait un moment qu'ils en font, ils ont commencé ça en 2011. Ils ont créé un site qui s'appelle Principle of Chaos, que je vous encourage à aller voir. Vous retrouverez l'ensemble des principes de base et après les mises en application. Ça, c'est quelque chose qui diffère d'une société à l'autre. Alors ça va suivre certaines phases vraiment importantes. On est dans le cadre d'une expérimentation scientifique. On va d'abord se poser la question de ce qu'on cherche à prouver. Qu'est-ce qu'on veut observer? Qu'est-ce qu'on a envie de voir? Donc ça veut dire, quelle est la question que je me pose et à quelle question je dois être capable de répondre à la fin de mon expérimentation. Je dois restreindre au maximum mon périmètre. Ce n'est pas donner un coup de pied dans une fourmilière, ça c'est détruire sa prod. Et on a déjà tellement de mal à la monter qu'on ne va pas la détruire en entier. Donc c'est restreindre vraiment au maximum, parce que déjà une petite perturbation peut avoir des impacts. On s'occupera plus tard de faire de plus en plus gros. Identifier la métrologie. La métrologie, c'est important. Pour savoir ce que vous devez observer, il faut se poser la question de quel dashboard je dois regarder, jusqu'où je dois descendre, est-ce que je dois regarder la totalité de mon système d'information, est-ce que je ne vais pas dans un premier temps me restreindre à mon application et les 3-4 niveaux qui sont autour. Communiquer, ça c'est vraiment, vraiment important. Il n'y a rien de pire que pour un exploitant d'avoir son application qui explose en prod, il n'est pas au courant, il a une alerte et lui doit remonter tout ça. Si vous ne le prévenez pas, il va vous en vouloir. Et on veut éviter que les exploitants nous en veuillent, parce que les exploitants, c'est quand même eux qui gèrent tout ça. Enfin, vous injectez le chaos, donc vous créez votre perturbation, et surtout vous analysez vraiment correctement tout ce qui se passe. C'est un vrai travail, l'analyse. C'est pas juste, ça a l'air de s'être bien passé. Non, il faut vraiment tout regarder, tout analyser. La partie la plus importante dans tout ça, c'est que c'est quelque chose qui doit être fait de manière régulière. Excusez-moi. Il faut recommencer. C'est quelque chose qui se fait en permanence. C'est une répétition, le chaos engineering. Donc le chaos engineering, c'est intéressant quand on recommence, quand on reteste en permanence. Ça ne sert à rien de prouver que mon système est résilient à un moment donné, si 3 semaines plus tard, il plante. Donc je dois passer mon temps à ça. Alors pourquoi est-ce qu'on fait du chaos engineering? C'est parce que depuis cette étude qui est arrivée l'année dernière, je crois, qui a été faite auprès de 400 entreprises, la disponibilité est devenue plus importante que la sécurité. Waouh! La disponibilité d'un site est devenue plus importante que la sécurité. Pourquoi ça? Un incident majeur est si vite arrivé. Je ne sais pas si vous avez remarqué depuis le début de l'année le nombre d'incidents de production qui ont été médiatisés dans des médias comme la télé par exemple. Tout le monde se souvient de ce qui s'est passé avec OVH. OVH qui a perdu 3 data centers d'un coup, qui a rendu indisponibles des applications. Tout le monde en a parlé. Pareil pour nous, alors c'est un petit peu plus, ça nous concerne un peu plus, mais GitLab, pareil, en début d'année, avait eu un problème. Il y a eu de la médiatisation autour. Donc, l'intérêt d'avoir une meilleure disponibilité qu'une sécurité, c'est peut-être aussi pour éviter cette surmédiatisation qui est pénalisante pour l'entreprise. Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Werner Vogel, qui est CTO chez Amazon, qui a dit « Everything fails all the time ». Donc, ça veut dire que quoi qu'il arrive, quand vous avez lancé un système, il y a un moment, ce système, il va avoir une panne, il va subir une panne, que ça soit un corps humain ou que ça soit une production. Donc la question à se poser, c'est pas est-ce que ça va tomber, c'est plutôt quand ça va tomber. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça tombe ou que quand ça tombe pas totalement. Et c'est là que, par exemple, on va pouvoir faire en sorte de créer des pannes plus tôt, d'essayer d'éviter d'attendre que le système ne tombe. Et c'est là que le chaos, donc ils peuvent rentrer en ligne de compte.
Donc je suis sûr que vous avez tous entendu parler de Chaos Monkey ici. Qui n'a pas entendu parler de Chaos Monkey? J'ai 2-3 doigts. Hein. Maintenant, vous allez vraiment savoir ce que c'est que le Chaos Monkey. Donc le Chaos Monkey, il a été là pour forcer à avoir des pannes en permanence. Mais qu'est-ce que c'est vraiment? Ce qu'il faut savoir, c'est que chez Netflix, ils utilisent un algorithme qui s'appelle l'autoscaling. L'autoscaling, ça vise à faire en sorte que, en permanence, votre système soit dimensionné de la bonne manière. Parce qu'avoir trop de machines, ça coûte de l'argent. Donc on va partir d'un scale initial, qui est un nombre de machines qui permet d'avoir une réponse adaptée à une situation standard. Et en fonction de la charge qu'on va avoir, on va rajouter des machines. Ça s'appelle le scale-up. Vous allez rajouter des machines. Et quand ces machines ne sont plus disponibles, ne sont plus nécessaires pour faire fonctionner l'application parce que la charge est passée, on va faire un truc qui s'appelle le scale-down. Ça se teste avec un tiers de charge et ça s'expérimente en production avec du Chaos Engineering, avec du Chaos Monkey. Alors je vois tout de suite la question que vous allez me poser, c'est je ne suis pas chez Amazon. Bon, d'accord. Et en plus, l'autoscaling, on devrait tous en faire, mais finalement, je pense qu'on n'est pas très nombreux à en faire. Est-ce qu'on peut faire du Chaos Monkey? La réponse, c'est oui. Oui, parce qu'il faut prendre en considération que le Chaos Monkey, c'est presque plus un pattern que réellement un outil à utiliser tel quel. Un Chaos Monkey, ça s'adapte. Ça s'adapte à votre infrastructure, ça s'adapte à vos installations. Donc il faut, un peu comme une interface, il faut l'implémenter. Donc c'est pour ça que vous ne verrez jamais deux Chaos Monkey similaires dans la plupart des sociétés. Alors l'implémentation technique, c'est quand même quelque chose d'assez simple. Hein. Tout le monde connaît le kill-9. En plus, j'ai placé mon Grumpy Cat. Je suis content. Alors ça paraît idyllique, mais c'est pas plus compliqué que ça. Alors si c'est un peu plus compliqué, parce que normalement dans un Chaos Monkey, on ajoute une notion quand même de hasard. On ne sait pas quand est-ce que ça va planter. Nous, quand on a implémenté notre Chaos Monkey, finalement, c'était un peu plus compliqué parce qu'on a dû rajouter tout un ensemble de paramètres, en particulier le fait de pouvoir cibler une application, parce que toutes les applications n'ont pas envie de faire du Chaos Engineering, de pouvoir cibler les plateformes, quelle production on tape, est-ce qu'on ne va pas d'abord tester sur des environnements hors prod avant d'aller tout de suite en production, de pouvoir aussi choisir les technologies. On a tous des application servers, mais on a aussi des load balancers, on a des bases de données, donc on peut choisir le composant sur lequel on tape. On n'est pas obligé de taper sur une instance applicative, on peut taper sur une base de données. Et enfin, c'est aussi choisir de manière un peu plus précise à quel moment il va s'exécuter. Parce que c'est bien, mais si je lance une exécution de Chaos Monkey et qu'il s'exécute 3 jours plus tard, c'est bien, mais j'aurais un peu perdu mon temps. Je veux peut-être, dans un premier temps, quand je vais réduire mon scope, choisir le moment auquel il va s'exécuter, donc je vais pouvoir mettre un délai minimum et un délai maximum. Enfin, un autre point qui est important, chez Oui SNCF, on n'a pas de clients en pleine nuit, ou alors très très peu de clients en pleine nuit. Ça ne sert à rien de faire un Chaos Monkey à 3 h du matin. Alors on va le faire sur des heures ouvrées. Donc on va pouvoir choisir des plages. Et parfois, alors ça c'est vraiment quand c'est bien, quand tout se passe bien, on ne le détecte pas. On ne s'aperçoit pas qu'il y a eu un problème. Donc on va quand même proposer la possibilité de faire un restart, au cas où. Si personne ne l'avait vu, on ne va pas laisser des instances arrêtées. Et enfin, un petit mail, ça peut être aussi sympa. Et oh, il s'est passé quelque chose sur ta prod. Ça peut aider. Alors, l'implémentation, c'est une chose. La manière d'implémenter, c'en est une autre. Et ce qui est vraiment important de voir, c'est que quand vous allez l'implémenter, il va falloir faire tout un ensemble de démarches autour, parce que on ne casse pas une prod comme ça. On ne fait pas des injections, on ne risque pas de perdre de l'argent facilement. Donc la démarche qu'on a suivie, nous, c'est qu'on a d'abord commencé par faire un POC. Comme tout le monde, on a entendu parler de Chaos Monkey, on s'est dit « Oh, c'est chouette, ça a l'air sympa, c'est rigolo, on casse la prod, on va essayer ». Donc on a fait un POC. On en a profité pour tester des méthodes de développement un peu originales, des mini-hackathons, des squads, tout ça, c'est rigolo. Et très vite, on s'est aperçu qu'un POC de Chaos Monkey, c'est un peu léger, et qu'on avait besoin d'une communauté pour aider déjà à rajouter de nouveaux paramètres, à créer éventuellement de nouveaux monkeys aussi, parce que finalement, c'est bien d'arrêter des instances, mais c'est quand même un peu léger
comme type d'expérimentation. Et surtout, le concept de résilience, malgré tout, ce n'est pas un concept qui est si bien maîtrisé que ça. Faites l'expérience quand vous rentrerez dans vos sociétés, posez la question à tout le monde autour de vous, et vous pourriez me donner la définition de la résilience. Vous serez peut-être surpris de voir que finalement, ce concept qui est quand même à la base de notre existence est assez peu connu, ou au moins il ne sera pas maîtrisé suffisamment pour pouvoir être expliqué. Plus de 6 mois plus tard, on a fait un truc un peu similaire à ce que Netflix avait fait avec la Chaos Army, avec la Simian Army. Et donc on avait un Chaos Monkey. Alors vous avez remarqué, on a utilisé des minions. Les minions, c'est sympa. Quand vous lâchez un singe dans un data center, c'est le Chaos Monkey. Qu'est-ce qui pourrait faire autant de dégâts, voire plus qu'un singe? Les minions, c'est fantastique. Donc notre Chaos Monkey qui va arrêter des instances. On va avoir aussi un Latency Monkey qui va créer des latences, voire qui va arrêter le lien avec un partenaire. Le Full Disk Monkey, qui va remplir un disque, et puis parfois on est surpris, mais il y a des applications qui s'arrêtent quand le disque est plein. Oui, ça arrive. Le Monkey Go, c'était parce qu'on s'est très vite aperçu qu'on avait envie de tester tous nos monkeys en hors prod avant de le passer en prod. Donc on a voulu faire de l'automatisation pour pouvoir faire de l'assertion. Alors c'est pour ça aussi qu'on avait des paramètres qui permettaient de cibler plus précisément une application ou un nœud ou une technologie. C'est qu'on veut s'apercevoir que dans nos tests unitaires, dans nos tests de non-régression, ça fonctionne quand même. Dans nos tests d'intégration, ça fonctionne quand même, avant de passer en prod. Le process killer monkey, alors lui, il est méchant, il va tuer des processus qui sont autour de votre application. Celui-là, il est un peu pervers. Et le properties monkey, imaginez dans votre fichier de properties, vous avez 200 threads en Java pour traiter vos demandes, et vous passez à 10. Ouais, c'est méchant. C'est méchant. Excusez-moi. Alors là, c'est très bien. On était 6 mois plus tard, mais comment ça s'est passé pour qu'on réussisse à passer en prod? Parce que pour l'instant, à cette date-là, on n'est pas encore passé en production. Il a fallu ruser un petit peu. On a été malin comme des singes. On a mis le Chaos Monkey en mode bridé dans les mains des développeurs. Et on a proposé aux développeurs de piloter l'exécution des Chaos Monkey. Et en plus, de mettre au défi les exploitants en leur disant voilà, ça va exploser. Est-ce que vous allez être capable de pouvoir remonter la production? Est-ce que vous allez réagir correctement? Alors bien entendu, l'objectif, c'est à terme qu'on libère et qu'on délivre le Chaos Monkey pour qu'il s'exécute de manière au hasard n'importe où et que les devs, les ops, ils n'ont pas peur. Mon singe, il va balancer mon application n'importe comment, ça va continuer à fonctionner, même pas mal. Une chose dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent, c'est l'impact financier. L'objectif, bien entendu, c'est qu'il n'y ait pas d'impact financier. Et c'est comme ça qu'on a réussi à le vendre aussi au métier. Alors, en mai 2017, donc vous avez vu, quasiment une année et demie après, on a fait notre premier Chaos Monkey en production. Finger in the nose, tout s'est bien passé, aucun problème. On a pu commencer, recommencer. Et maintenant, notre démarche, c'est de généraliser ce Chaos Monkey à l'ensemble des applications critiques. Parce que c'est bien que les applications non critiques soient résilientes. Les applications critiques, quand elles tombent, en général, elles coûtent beaucoup plus cher. Donc, on en est là. Alors, le Chaos Monkey, c'est très bien. Même l'ensemble des singes, l'ensemble de tous ces monkeys désarmés qu'on peut avoir chez Netflix, c'est quelque chose de très bien. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il ne faut pas oublier que ça se passe dans la vie réelle. Donc avec des vrais utilisateurs, du vrai argent et de la vraie réputation. Sur Twitter, ça peut aller très vite de descendre une société. Qu'on ne fait pas ça pour s'amuser. Cette image a été reprise un nombre incalculable de fois pendant déjà les 2 premiers jours de Devoxx, mais c'est exactement ça. On ne fait pas ça pour s'amuser. Ça, c'est très bien pour vous attirer, vous, à faire du chaos engineering. Par contre, si vous montrez ça à vos chefs, ils vous diront non. Et enfin, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est que ce n'est pas un phénomène de mode. C'est plus un phénomène de mode. Ça a pu l'être à une époque, mais ça ne l'est plus. Netflix fait ça depuis 2011. C'est une démarche. Et comme toutes les démarches, une action unique ne suffit pas, et il y a d'autres choses qu'il faut faire en plus du Chaos Monkey. Alors, ce que nous, on a fait, c'est qu'on s'est intéressé à un concept qui est venu aussi d'Amazon.
c'est le concept de Game Day. Les Game Day, c'est quoi? C'est un événement qui va se passer sur une journée, une demi-journée, qui est sur base de volontariat. Ça, c'est très important, le volontariat. Hein. Si vous êtes forcé à jouer, c'est plus du jeu. Bon. L'autre point, c'est qu'on peut avoir des formats totalement différents. On peut faire des tournois, on peut faire des défis, on peut se taper les uns les autres, on peut faire des gestions de crise, on peut imaginer à peu près tout. Il faut des récompenses, hein, parce qu'un jeu sans récompense, c'est pas amusant. Et enfin, il ne doit pas y avoir de perdants. Les équipes qui ont fait les moins bons scores, c'est parfait, c'est génial, on les identifie et ça nous permet de leur proposer de l'accompagnement pour qu'ils soient meilleurs. Ça, c'est une démarche positive. Aller leur taper sur les doigts, leur dire qu'ils vont tous être virés, c'est pas ce qu'il faut faire. Alors notre Game Day, il s'appelle les Days of Chaos. On a fait ça un vendredi 13. C'est un peu de la communication, c'est quitte à faire des pannes, autant que ça arrive un jour de malheur. Et vous remarquerez peut-être derrière l'image qui est issue d'un film qui s'appelle La stratégie Ender, issu lui-même d'un bouquin de Orson Scott Card. Et c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'entraîne à la guerre sous forme de jeu. C'est parfait, on est totalement dans notre scope. Donc on s'est servi des images de ce film-là pour pouvoir faire notre communication et pour construire notre pitch, un peu à la manière d'un jeu vidéo. Donc c'est quoi une jaquette de jeu vidéo? C'est une superbe image, des vaisseaux ordonnancés, prêts à en découdre, en ordre de bataille. C'est un titre sympa aussi. Un Day of Chaos, c'est quand même beaucoup plus sympa que entraînement au suivi de production. On est d'accord. C'est aussi un logo qui permet de créer une identité visuelle. L'identité visuelle, c'est intéressant parce que dès qu'on a vu ce qui pouvait exister dans d'autres sociétés, on s'est dit ça c'est parfait, il faut qu'on en fasse plusieurs. Donc on va partir dans l'optique qu'on va en faire plusieurs. Et c'est aussi un pitch vraiment intéressant. Quelque chose qui va vous accrocher en tant que développeur. Vous allez subir des vagues de panne en provenance des tréfonds de l'exploitation. Votre mission, si vous l'acceptez, est de détecter, diagnostiquer et résoudre les pannes le plus vite possible. L'avenir de notre production dépend de vous. Alors, je vous rassure, on n'a pas joué en production. On ne pourrait pas se le permettre. On a joué en pré-production. Alors, maintenant que notre décor est planté, il faut rajouter quelques mentions légales. Le temps de jeu, une demi-journée, c'est plutôt... on essaie de restreindre un petit peu. Au minimum 7 équipes. En dessous, il n'y a pas cette diversité. Entre 3 et 7 joueurs. Donc si vous voyez, en fait, on visait d'avoir au minimum une quarantaine de joueurs. Sinon, on aurait considéré ça un peu comme un échec. Et enfin, c'est des points. Des points en fonction de chacune des étapes. C'est aussi un nombre de rounds. 8 rounds. Donc 240 minutes divisé par 8, ça fait des rounds de 30 minutes. Donc un round, c'est quoi? On commence par des exploitants qui vont créer des pannes. Comme ça, en plus, on propose aux exploitants de faire subir un petit peu aux développeurs ce qu'ils subissent eux-mêmes. Et après, à charge des développeurs de détecter et de valider avec les exploitants qu'ils ont bien détecté la bonne panne, parce que ça serait dommage qu'ils détectent leurs propres bugs. Non, ça n'arrive pas, ça. Donc de valider la détection, le diagnostic et la résolution. Et si jamais ils ne réussissent pas à résoudre, il faut qu'on puisse remettre en état l'environnement. Ça prend un peu plus de temps de remettre en état un environnement, en général quand on l'a cassé. Voilà. Pour ça, on s'est laissé un petit peu de temps, une question bonus qui permet un peu de détendre l'atmosphère. Donc ça peut être par exemple une question d'ordre général, mais ça peut aussi de se faire prendre en photo, en selfie avec les organisateurs. Donc, comme ils avaient que quelques minutes, ça a couru dans tous les sens. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que ça permettait aussi de faire une première rencontre avec les équipes. Voilà, on va essayer de faire des choses qui permettent de faciliter la communication. Et enfin, c'est une vidéo explicative qui permet à ceux qui n'ont pas compris ce qui s'est passé d'apprendre quelque chose. Je ne sais pas vous, quand je joue à un jeu, que j'y arrive pas et qu'en plus je ne comprends pas, j'arrête de jouer. Et en plus, je suis frustré et en plus, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. Là, on en profite aussi pour faire de la transmission de connaissances depuis des ops vers des devs. Ops, dev. Alors, avec nos exploitants, on a dû créer ces pannes-là, et on est parti depuis un template que vous pouvez voir derrière moi. Les champs les plus importants de ce template, c'est le nom et la description de la panne, ainsi que la difficulté de mise en œuvre et la difficulté de résolution. Difficulté de mise en œuvre pour les exploitants, il ne faut pas que ça soit trop compliqué, et la difficulté de résolution pour les devs. Bon, il y a des endroits dans lesquels je pense que personne ici n'aura envie de rentrer dans les tréfonds des systèmes d'information. Alors la panne que je vais prendre pour exemple, elle s'appelle Madame Irma.
Alors pourquoi Madame Irma? Parce qu'on casse des lignes de vie. Hein, vous savez tous ce que c'est qu'un load balancer? Vous savez tous ce que c'est qu'un load balancer? Oui, vous savez tous ce que c'est qu'un load balancer. Donc le load balancer, il va avoir des back-ends, donc des serveurs sur lesquels il va pouvoir rediriger ses requêtes. Il va à chaque moment, enfin par intervalle de temps, aller invoquer ces back-ends au travers d'une ligne de vie. S'il interroge le back-end et que l'URL n'est pas bonne, il va sortir le serveur du back-end. Et petit à petit, toutes les instances vont disparaître. Elles disparaissent, mais il n'y a aucune erreur dans les logs. Ça, c'est pervers, ça, quand même. Hein. Alors, en plus, ça permet de découvrir ce que c'est qu'un load balancer, et le nôtre, il s'appelle HAProxy. Et la plupart des développeurs ne le connaissaient pas trop. Donc, ça a permis, en plus, d'apprendre vraiment des choses. Alors, ce qui est amusant, quand on fait des pannes avec des exploitants, c'est que dès qu'on commence à parler de casser des choses sous forme de jeu, je vais d'abord vous parler, du script en lui-même. Alors, c'est une panne qui est en fait très simple à faire pour les exploitants. Comme vous pouvez voir, on va prendre une configuration qui est pourrie à un endroit, on va remplacer la bonne configuration, on va faire le reload de notre load balancer. La panne est là. Dès qu'on va vouloir corriger, on va reprendre la bonne configuration qu'on avait quand même pris soin de sauvegarder avant et qu'on va réappliquer, et là, ça marche bien. Alors, au niveau du code, c'est quoi? C'est très simple. Hein. Dans l'URL, dans la configuration d'HAProxy, il y a un endroit, une ligne, qui sert à faire le HTTP check. Et là, on a rajouté un gros toto. Alors, il est en rouge à l'écran. Quand vous le faites avec VI n'a pas de module de détection du toto, donc ça apparaîtra complètement invisible, et c'est pas si simple que ça à trouver. Donc c'était quand même une panne assez simple, mais compliquée, et qui, pour le coup, nous arrête complètement notre application. Donc, comme je vous disais, quand on fait des pannes avec des exploitants, quand on leur propose de casser des choses pour s'amuser, ils sont d'une créativité absolument fantastique. En 2 heures d'atelier, on a fait 43 pannes alors qu'on en avait besoin de 8. On a constellé le mur. J'ai pris la photo tellement j'étais heureux de ce qu'ils avaient pu faire. Alors là, c'est bien, on a notre jeu, il est prêt, on a nos pannes. Comment est-ce qu'on a pu faire en sorte d'avoir des gens qui voulaient être volontaires pour jouer? C'est simple, j'ai disposé avec certains de mes collègues ces affiches à des endroits stratégiques dans la société, c'est-à-dire partout. Vous verrez qu'il est fait mention de la date, du vendredi 13, du nom Day of Chaos, mais c'est tout. On a laissé ça pendant 2 semaines, mûrir tout doucement. On écoutait, c'était rigolo, c'était amusant. Au bout de 2 semaines, on a posé dessus des petites affichettes jaunes pour qu'on voie bien qu'il y a une rupture visuelle, qu'il s'est passé quelque chose. Pour être sûr que les gens qui se lèvent le matin ne soient pas trop les yeux dans le pâté, on a aussi envoyé un mail pour dire que vous pouvez aller voir, avoir un peu plus d'informations sur le site interne Days of Chaos. Et là, on redirige vers un site qui était vraiment un site professionnel. Le but, c'était d'accrocher tout de suite l'attention et qu'en moins de 5 minutes, vous ayez envie de jouer. Donc là, je vous fais défiler des images de ce site. Vous arrivez, vous voyez ça. Vous voyez très peu de texte, très peu de pages. La seule chose que nous, on voulait, c'est qu'à la fin, j'ai envie d'y participer, ça a l'air trop fort. D'habitude, on s'ennuie dans la société, là, ça a l'air top. Alors, c'est pas vrai, on s'ennuie pas chez Voyage SNCF. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce site était quand même assez bien fait, et ça a bien marché, parce que 20 minutes après avoir envoyé le mail, on a eu notre première inscription. Puis les inscriptions se sont enchaînées. Et le jour J, on s'est retrouvé à 113 joueurs. Donc c'est 3 fois plus que ce qu'on espérait au minimum. 18 équipes, donc plus de 2 fois plus que ce qu'on espérait. Donc c'était plutôt un grand succès. D'ailleurs, ça s'est bien déroulé. Il y avait une bonne ambiance, il y avait de la motivation. C'était plutôt sympa. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est aperçu que les taux de détection, diagnostic et résolution n'étaient pas à 0%, mais ils n'étaient pas à 100% non plus. Ça veut dire qu'on avait plutôt bien calibré nos pannes. On a fait quand même le bilan un petit peu, envoyé un formulaire de satisfaction juste après le jeu pour savoir comment ça s'était passé. Et dans la très grande majorité, les gens étaient contents, ils y ont trouvé de l'intérêt, ils ont apprécié l'organisation, parce que ça leur a donné envie de jouer, et surtout, ils ont eu une prise de conscience. Alors ça, c'était intéressant. 2 mois plus tard, je suis retourné les voir, et je leur ai posé la question, très bien, qu'est-ce que vous avez fait pour
suite à cette prise de conscience. Eh ben, c'est assez intéressant, mais ils ont vraiment pris conscience de l'importance de la supervision et de l'alerting. Donc ils ont des dashboards, mais avoir un dashboard, ce n'est pas suffisant, il faut savoir l'exploiter. Il faut savoir l'utiliser. Les tests techniques aussi, bah oui, finalement, les tests techniques, c'est important. Partager ses connaissances, c'est important. Souvent, dans une équipe, on a un gars, c'est un expert, puis quand il y a un problème, c'est lui qui travaille, les autres, ben, nous, on va prendre un café, il y a l'incident. Le problème, c'est que quand cette personne n'est pas là, ah bah là, c'est un peu plus compliqué, et souvent, il y a des incidents quand cette personne n'est pas là. Sinon, ça ne serait pas drôle. Et enfin, ben, proposer de faire des arbres d'analyse pour aller plus vite dans l'analyse du problème et pour aller plus vite vers la résolution. Donc ça, c'est très bien. C'est ce qu'on souhaitait. Alors, les points forts de ce Game Day, c'était quoi? C'était la communication et le marketing. Ça, c'est vraiment important. Vous avez vu, on a fait énormément d'efforts pour donner envie aux gens de jouer, et ça a payé. Et à partir du moment où vous avez l'adhésion des gens, qu'est-ce que vous voulez de plus? Ça roule tout seul. L'autre point important, c'est que ça a vraiment augmenté la cohésion au sein des équipes, mais aussi avec d'autres équipes, en particulier entre dev et ops. Parce que parfois les devs et les ops ne se connaissaient pas trop, là ils ont pu jouer ensemble. Ils ont joué ensemble, on fait du DevOps. Parfait. Et enfin, la gamification, c'est un levier fantastique. Vous vous rendez quand même compte qu'on a fait un jeu sur du suivi de production. C'est quand même pas le truc le plus sexy en informatique. Et pourtant, eh ben, les gens, ils ont joué, nos développeurs ont joué, nos exploitants ont joué le jeu, et on n'en a pas fait qu'un. On en a fait un premier sur la stratégie Ender, on en a fait un deuxième sur le thème des 12 Monkeys, l'armée des 12 singes, ça aurait été quand même dommage de passer à côté de ça. Et actuellement, on est en train d'en faire un troisième sur Black Mirror. Alors en plus, vous avez vu, on fait des effets un petit peu à la Black Mirror. Là, c'est un hommage à Netflix, parce que c'est une série Netflix, et on s'est dit qu'on pouvait quand même bien leur donner ça dans notre jeu. Alors vous allez me dire, bon ben très bien, un Day of Chaos, c'est pas mal, c'est un jeu, c'est rigolo, mais là on s'est un peu éloigné de la production. Donc quelle est la relation avec le Chaos Engineering? Eh bien regardez bien ce schéma, mais je vous avais dit tout à l'heure que la résilience s'appliquait à plusieurs niveaux, à plein de niveaux d'ailleurs, au niveau infrastructure, au niveau plateforme, au niveau des applications, que ce soit au niveau du fonctionnement, au niveau des patterns, mais aussi au niveau des gens. À l'heure actuelle, à preuve du contraire, quand une application en prod tombe, ce sont des êtres humains qui la remontent. Donc le fait qu'une application est vivante et qu'elle continue de fonctionner, c'est parce qu'il y a des êtres humains derrière qui vont faire en sorte, si elle tombe, de la remonter. Donc l'être humain fait partie intégrante du système et donc de la résilience. Avec un Game Day, c'est là-dessus qu'on va s'intéresser, c'est ça qu'on va développer. C'est la capacité de l'organisation à pouvoir assurer ce qu'elle fait. Alors les principaux points à retenir, alors oui effectivement ça ressemble à une Triforce, je suis fan de Zelda. À retenir, c'est on est en production. On est en production, la vraie vie, les vrais utilisateurs, donc on ne fait pas n'importe quoi parce qu'on peut perdre de l'argent et on peut perdre de la réputation. Et ça, c'est pas forcément ce qu'on souhaite. Donc pour ça, on ne teste pas, on expérimente. Et pour expérimenter, c'est à vous de choisir vos expérimentations. Ce n'est pas moi qui vais vous dire ce qui est le mieux de tester, ce qui est le mieux de valider sur vos infras, sur vos applications. La résilience d'une société n'est pas la résilience d'une autre, parce que les contraintes ne sont pas les mêmes. La communication, c'est quelque chose de très important. Là, je vous ai mis une citation de Nora Jones qui est « Mettre en place du chaos n'est pas la meilleure façon de rencontrer vos nouveaux collègues, mais c'est la plus rapide. » Moi, personnellement, je ne vous conseille pas de faire ça. Je vous conseille plutôt d'obtenir l'adhésion des gens, parce qu'en ayant l'adhésion des gens, ça passe mieux. Ça ne crée pas de frustration, ça ne crée pas de tension, ça ne dit pas « toi, t'es mauvais, toi, t'es bon ». Chacun, quand il est prêt à le faire, va le faire avec plaisir. Donc la communication, c'est vraiment quelque chose de très important. Le dernier point, c'est la gamification. Utiliser le jeu pour l'apprentissage, c'est quelque chose de fantastique. C'est le mode d'apprentissage le plus naturel chez l'être humain. Il n'y a qu'à voir les jeunes enfants ou même les jeunes animaux. En général, ils passent leur temps à jouer. Et nous, pour faire passer certains messages, pour apprendre
le mieux, c'est d'utiliser le jeu. Donc retenez bien l'importance des game days. Ce que j'ai envie de faire maintenant pour conclure, c'est réutiliser cette image et vous dire que vous êtes les futurs chaos engineers. Le chaos engineering est une discipline qui commence à émerger. Ça ne fonctionnera qu'à partir du moment où vous aurez envie d'en faire. Mais la vraie question, c'est pas de se poser quand est-ce qu'on va en faire, c'est plutôt quand est-ce que vous allez en faire. Parce que c'est comme le test. Le test à une époque, non, on s'en préoccupait pas. Eh ben, le chaos engineering, c'est la même chose. Maintenant, on va commencer à s'en préoccuper. Donc pour ça, je vous encourage à nous rejoindre sur le Slack Chaos Engineering, qui est le Slack international en anglais. Comme je sais bien que en France, on n'aime pas trop parler anglais, on en a créé un en français. Je vous encourage aussi à participer au meet-up Paris Chaos Engineering, qui peuvent éventuellement, occasionnellement, se passer autre part qu'à Paris. Donc c'est un meet-up que je co-organise avec Christophe Rochefol et Sylvain Welgarch. Vous pouvez venir, c'est très sympa, il y a beaucoup de choses, il y a des bières, il y a des pizzas, bon, c'est normal, c'est un meet-up. Mais surtout, on essaie de faire en sorte d'avoir une certaine continuité et d'entraîner les gens, leur donner envie de faire du chaos engineering. Vous pouvez aussi lire des articles sur Medium qui sont liés à ce groupe Meetup. Ces articles sont en français, c'est quasiment les seuls qui existent en français à l'heure actuelle, et ils sont en particulier orientés sur pourquoi faire du chaos engineering, comment commencer. Parce que le plus dur, c'est de savoir comment commencer. Donc j'ai envie de terminer par ces quelques mots. Join the next generation of heroes. Rejoignez-nous. Merci à vous.